Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du personnage de la princesse Irulan, qui apparaît surtout dans le deuxième film de Denis Villeneuve, donc Dune Part 2. Et je pense que ce personnage, qui est évidemment adapté donc de Dune de Frank Herbert, ce personnage est très intéressant parce qu'il est plus un outil scénaristique qu'un personnage. Et je vais parler essentiellement de la princesse Irulan dans le cadre du film de Denis Villeneuve, mais on retrouve aussi cette spécificité dans le livre également. Et c'est pour cela que j'aimerais vous en parler. Donc le personnage d'Irulan apparaît 6 fois, en tout et pour tout, dans 6 scènes, dans le film Dune partie 2. La première fois qu'elle apparaît, c'est les premières images du film. Journal impérial, année 10 1191, troisième entrée. La bataille pour s'emparer d'Arrakis prit tout le monde de court. Il n'y eut aucun témoin. L'offensive Harkonnen fut perpétrée durant la nuit, sans sommation, ni déclaration de guerre. Au matin, les Atréides n'étaient plus. Tous avaient péri dans l'obscurité. Et le seul commentaire de l'empereur fut le silence. Depuis cette nuit, mon père n'est plus le même. Moi non plus. Son inertie m'est très difficile à accepter. Car je sais qu'il aimait le duc Leto Atréide comme un fils. Mais mon père a toujours été guidé par des arrière-pensées d'ordre politique. Ce n'était pas la première fois que les Harkonnen exécutaient ses basses besognes. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être la fin de la maison Atréide. Irulan est un élément d'exposition. Elle fait le pont entre le film 1 et le film 2, et le fait qu'elle serve d'élément d'exposition, c'est quelque chose qui va se retrouver dans toutes ces scènes. Ce personnage est un outil scénaristique. Son but est d'exposer la situation et d'amener les informations à être révélées. Elle ne fait rien par elle-même, dans le sens où elle n'amène rien. Elle est simplement un relais narratif ou un outil pour faire parler les autres personnages et pour amener en fait de l'exposition. Ce qu'on peut voir dans cette première scène, c'est plusieurs choses. Déjà, sa passion pour l'écriture, même si c'est pas de l'écriture, elle parle dans un journal et ça retransmet automatiquement. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le livre, puisqu'elle elle est responsable de nombreux auteurs. C'est un clin d'œil, on va dire, c'est un clin d'œil au livre. On voit qu'elle est très intelligente, elle a tout de suite compris la situation politique, et elle joue aux échecs. Elle joue à une version des échecs, on va dire. Il faut bien comprendre que les échecs, c'est pareil, c'est un outil scénaristique assez basique pour rendre un personnage intelligent. C'est-à-dire que quand vous avez un personnage qui joue aux échecs, c'est une façon de montrer qu'il fait de la stratégie, qu'il est un stratège, et qu'il est capable de prévoir plusieurs coups à l'avance, etc. On peut voir ça notamment avec le personnage de Lyrna, Reine de Feu, dans la saga Bloodsong, par exemple, qui est une autre saga littéraire, de fantasy cette fois-ci. Deuxième apparition de la princesse Irulan, c'est lorsque Muad'Dib fait sauter l'entrepôt d'épices et qu'il met une raclée à Raban. La princesse Irulan
donne sa vision des choses, comment est-ce qu'on règle le problème d'un prophète Fremen. Mais encore une fois, c'est de l'exposition. Elle parle à la place de l'empereur et l'empereur lui dit oui, tu as fait une bonne impératrice dans le sens où c'est ce que j'aurais fait aussi. Donc le but est de montrer son intelligence, mais pareil, elle n'apporte rien à la situation, elle ne débloque pas une situation, elle n'influe pas sur la situation. On voit dans cette scène 3 oppositions fortes au niveau du livre, puisque dans le livre Dune, Irulan n'est pas considérée comme une très bonne élève du Bene Gesserit, et elle est même en retrait du Bene Gesserit. Elle est très indépendante, elle adore son père, et elle n'est pas du tout d'accord avec les plans du Bene Gesserit, elle n'est pas du tout dans leur magouille, alors que là, au contraire, on voit que c'est la meilleure élève, elle est totalement impliquée dans leurs plans, quitte à cacher des choses à son père. Donc c'est pas du tout en cohérence avec le personnage du livre, pour le coup. Et encore une fois, dans cette deuxième apparition, elle sert à introduire le personnage de Feyd-Rautha. Le baron a un jeune neveu, Feyd-Rautha Harkonnen, qui héritera d'Arrakis. Il pourrait être la solution. Feyd-Rautha. Il est fou allié. C'est hors de propos. La question est, pouvons-nous contrôler ce jeune homme? Encore une fois, on retrouve cet outil scénaristique. Troisième apparition, pareil. Donc c'est le débriefing de Feyd-Rautha, qui peut être utilisé par le Bene Gesserit, etc. Et elle introduit encore une question, elle pose une question, ce qui amène un élément de réponse. Que s'est-il passé entre lui et sa mère? Un matricide. Elle n'a encore eu aucune action propre de tout le film. Quatrième apparition, et elle est en train d'écrire encore, elle est dans les manœuvres, les magouilles du Bene Gesserit encore, et elle introduit le sud. Elle introduit le sud d'Arrakis et elle fait encore de l'exposition. Ce sont des terres arides, brûlées, cachées par des tempêtes de sable qui s'étendent sur 1500 km le long de l'équateur. Rien ne peut y vivre sans la foi. C'est pourquoi nos missionnaires Bene Gesserit ont fait des merveilles là-bas. C'est par elle que nous recevons des rapports au sujet d'une mystérieuse figure qui embrase l'imagination des tribus fondamentalistes du Sud. Une nouvelle révérende mère venant du Nord répand la rumeur de l'arrivée imminente du Lisan al-Gaïb, la voix d'ailleurs. Avec la ferveur religieuse qui s'accroît au Sud, et Muad'Dib qui étrangle la production d'épices au Nord, tout semble mener à une guerre inéluctable. Cinquième apparition, on a la révélation de l'inéluctable perte de trône de l'empereur Corrino. Encore une fois, elle donne la réplique, mais elle n'apporte aucune information nouvelle. Ce n'est pas elle qui détient le savoir, elle fait parler. C'est un outil. La sixième apparition, dernière, c'est la scène, donc la grande scène dans le palais central d'Arrakeen. On voit qu'elle n'est pas surprise quand Paul la demande en mariage, de façon un peu brutale, il est vrai. Vous aurez de la chance si vous gardez votre tête. Je vais épouser votre fille. Elle ne montre aucune surprise, parce qu'elle le sait. On voit qu'elle est quand même intelligente, elle a compris ce qui se passait. Et la seule initiative qu'elle prend de tout le film, la seule fois où elle est à l'origine d'une action, c'est pour supplier, pour sauver son père. Le prix du sang a été payé. Épargnez mon père et je serai votre obligeante épouse. Le trône sera à vous. Et là où c'est intéressant, c'est que ça montre en une seule réplique toute sa force. Elle a parfaitement compris le jeu politique, elle a parfaitement compris son intérêt, et elle sait que, en mettant comme condition la sauvegarde de son père, alors elle ne peut que le sauver. C'est impossible. À partir du moment où elle prononce sa réplique, il est impossible que Paul tue l'empereur. Surtout devant des membres de la cour impériale. Et devant ses Fremen, et devant sa mère, etc., etc. Ce qui est intéressant avec la princesse Irulan, c'est qu'il y a à la fois des grosses similarités avec le livre, en tant que ressort. Ce personnage, c'est pas un personnage, c'est un outil scénaristique, c'est un ressort.
On voit aussi quelques différences qui sont plus sur le fond, et on voit que l'adaptation de Denis Villeneuve, elle est au moins intéressante, discutable mais intéressante. Cela dit, je ne me suis concentré que sur le film de Denis Villeneuve. La princesse Irulan, c'est quelqu'un qui est central dans la saga de Dune, et dans les livres, elle est aussi intéressante, aussi très impactante. Voulez-vous que j'en parle? Je me suis concentré sur le film. Si vous voulez que je fasse une analyse plus portée sur le livre, sur les livres et sur l'univers de Dune de Frank Herbert, bah dites-le moi en commentaire et je serais ravi de vous en faire une, mais je trouvais intéressant d'amener une analyse sur ce personnage qui n'en est pas un.